Maman dit que c'est une contrefaçon bon marché. Ma nièce, Léa, 15 ans, affichait un sourire narquois, serrant mon iPhone 17 Pro comme s'il s'agissait d'un jouet en plastique trouvé dans une boîte de céréales. Sa petite voix portait bien plus fort qu'elle n'aurait dû, et aussitôt, toute la salle à manger bascula dans un fou rire général. Ne t'inquiète pas, elle peut en acheter 10 autres. Mon frère, Marc, ajouta, d'un ton suffisant et piquant. C'est à ça qu'elle sert, n'est-ce pas? Leur rire tourbillonnait autour de moi comme la fumée d'un feu que je n'avais pas rallumé. Le cliquetis des fourchettes, le grincement des chaises, l'odeur du poulet rôti au citron flottant à travers la table, tout se fondait en une seule chose, l'humiliation portant le masque de l'amour familial. Bonjour à tous, je m'appelle Céline Moreau. J'ai 31 ans et depuis bien trop longtemps, j'ai été la carte de crédit invisible de la famille, leur coussin silencieux. Celle qui ravale ses mots pendant que tous les autres se goinfrent de confort. Ma nièce inclina le téléphone, l'examinant. Ça fait faux, dit-elle avec une cruauté enfantine qu'elle avait apprise de la bouche de sa mère. Et puis, comme pour prouver son propre pouvoir, elle le plia. Le son, ce claquement sec de verre, le gémissement métallique de quelque chose de chair se brisant sous des mains négligentes, me traversa comme une balle. Le rire s'intensifia, noyant toute chance de dignité. Elle ne l'a pas fait. Oh mon Dieu, ce n'est qu'un téléphone. Céline, détends-toi, les jeunes de nos jours. Je ramassai les morceaux, de moitié fracturés reflétant le lustre au-dessus comme des miroirs brisés. Mes doigts ne tremblèrent pas. C'était le détail que personne ne remarqua. Ce calme, cette étrange stabilité. Profitez du déjeuner, dis-je doucement, glissant le téléphone détruit dans mon sac comme un corps dans un cercueil. Personne n'entendit l'acier dans ma voix. Ils étaient trop occupés à mâcher, trop occupés à se moquer, trop occupés à oublier que je n'étais pas à eux de briser. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. La lampe de mon bureau projetait des ombres à travers une gratitude impayée sur une longue liste de factures qui ne portaient que mon nom. J'ouvris mon ordinateur portable, fis défiler jusqu'à la section intitulée « Frais de scolarité Léa » et posai ma main sur le pavé tactile. Un clic, 900 € partis. Le paiement permanent ne l'était plus. Les téléphones se cassent, le verre se brise, les rires s'estompent, mais le silence a des arêtes plus vives. Et cette nuit, le silence m'appartenait. La nuit où j'ai annulé ces frais de scolarité, je n'ai pas dormi. Le sommeil est une miséricorde, et la miséricorde n'avait plus sa place en moi. Au lieu de cela, je restais assise près de la fenêtre, l'air frais d'octobre pressant contre la vitre, et je laissais le silence devenir mon complice. Les moitiés brisées de mon téléphone reposaient sur le bureau à côté de moi, leur écran fracturé captant la lumière de la lampe comme de la glace dentelée. Un rappel, une promesse. Le lendemain matin, le premier appel arriva. Céline. La voix de mon frère était tendue, pressée. L'école a appelé. Le paiement a été rejeté. Une sorte d'erreur. Une erreur. Ce mot resta suspendu dans l'air comme un parfum après le départ de quelqu'un de la pièce. Il pensait toujours que j'étais la femme qui ravalait l'humiliation et payait à temps. Aucune erreur, dis-je, mon ton doux, contrôlé. J'y ai mis fin. Silence, puis une brusque inspiration. Mis fin? De quoi diable parles-tu? C'est son avenir. Je pensais à sa fille riant pendant que le téléphone se pliait dans ses mains, ses petits doigts agrippant un pouvoir qu'elle n'avait pas gagné. Je pensais au vacarme de la table alors qu'ils applaudissaient mon humiliation. Son avenir est entre les mains de ses parents maintenant, dis-je simplement. Pas les miennes. Le claquement du combiné vibra à travers moi comme un battement de tambour. Une ligne avait été franchie, une ligne qu'il n'avait jamais cru que j'aurais le courage de tracer. Le dimanche soir, ma belle-sœur, Sophie, fit irruption chez moi sans invitation, son parfum étouffant l'air avant même que ses mots n'arrivent. « Tu es malade » cracha-t-elle, ses boucles d'oreilles se balançant comme des pendules. « C'est une enfant. Tu es en train de lui ruiner la vie pour un téléphone. » Je me tenais dans l'embrasure de la porte, calme, les bras croisés. « Je ne ruine rien. Je ne fais que lui donner ce que vous lui avez tous appris, que les actions ont des conséquences. » Son rire fut vif, cassant. « Eh bien, trouve un autre moyen. »
Tu penses que tu es la seule à avoir de l'argent? Tu penses que nous avons besoin de toi? Ces mots étaient des couteaux, mais je vis la lueur dans ses yeux, la peur, car sous sa défiance, elle connaissait la vérité. Pendant des années, j'avais été le moteur silencieux de leur étalage de richesse. L'école privée, les vêtements de marque, les vacances dont ils se vantaient lors des dîners de famille, tout cela graissé par ma générosité silencieuse. Tu m'as prise pour votre filet de sécurité, dis-je doucement. Ce filet vient de se rompre. Elle partit, claquant la porte si fort qu'un cadre trembla sur le mur. Mais dans le calme qui suivit, je le ressentis pour la première fois. Un pouvoir non pas donné, mais reconquis. Si cela vous est déjà arrivé, dites « pareil » dans les commentaires. Et dans le doux murmure de ma maison, je souris à cette pensée. Ce n'était que le début. Le mercredi, les ondulations étaient devenues des vagues. L'école de ma nièce envoya la lettre officielle. Scolarité résiliée, inscription suspendue. L'enveloppe arriva chez mon frère comme un verdict. Et comme je m'y attendais, la réunion de famille fut convoquée. Ils n'appelèrent pas cela une réunion, bien sûr. Ils appelèrent cela, le déjeuner du dimanche, à nouveau. Mais je savais mieux. Quand j'entrai, l'air était différent. Lourd. Pas de rire. Pas de moquerie cette fois. Juste des regards aussi acérés que des poignards me suivant alors que je posais mon sac parisien. Mon frère commença le premier. Céline, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Sais-tu à quel point il est difficile d'inscrire un enfant dans une académie privée comme la sienne? Elle va perdre sa place définitivement. Je rencontrai son regard avec le silence. Le silence a plus de poids que les cris. Ma belle-sœur se pencha en avant, la voix douce et venimeuse. Tu as toujours été dramatique, mais là, tu as dépassé les bornes. Tu nous as humiliés devant le conseil scolaire. Les parents parlent, tu sais. Veux-tu que ta nièce soit traitée comme de la merde maintenant? J'eus presque un rire. Drôle, dis-je, mon ton bas et régulier. Ça ne vous a pas dérangé quand elle m'a traité comme de la merde à cette même table. La pièce se raidit. Il n'était pas habitué à entendre ma voix coupée comme du verre. Ma mère, toujours la pacificatrice, finit par parler. Céline, ma chérie, ce n'est qu'une enfant. Nous avons tous surréagi. Sois la plus grande. Rétablis les paiements et nous passerons à autre chose. Ces mots tombèrent lourdement, mais je vis le schéma. Toujours moi, la plus grande. Toujours moi, ravalant la douleur pour qu'il puisse rire. Je levai le regard, lentement et délibérément. Non, dis-je, un seul mot, mais il transperça la pièce comme une lame. Ma nièce, assise au bout de la table, les bras croisés, marmonna, ce n'est qu'une école. Maman dit qu'on en trouvera une autre. Son désinvolte rejet alluma un feu froid en moi. Même maintenant, elle n'avait pas appris. Même maintenant, l'orgueil suintait de sa voix. Je me levai, puis je la laissai découvrir ce que « une autre » signifiait réellement. Le silence qui suivit était de ceux qui font que les gens se tortillent sur leurs chaises, de ceux qui résonnent plus fort que les cris. Je partis avant que le dessert ne soit servi. La lettre arriva 3 jours plus tard. Cette fois, ce n'était pas seulement un avertissement. C'était définitif, avec effet immédiat. L'inscription de votre enfant a été résiliée pour non-paiement. Je n'avais pas besoin d'être là pour voir ma belle-sœur s'effondrer en la lisant, ou mon frère frapper du poing le comptoir de la cuisine. La nouvelle voyagea assez vite. Le soir, ma mère était sur le pas de ma porte, son cardigan serré, la voix tremblante de honte et de fureur. Céline, c'est la famille. La famille? On ne tourne pas le dos au sang. Le sang? Un mot si facile à jeter quand cela signifiait me vider. Je lui fis signe de s'asseoir, mais elle resta près de la porte, comme si elle risquait d'attraper quelque chose de moi. Maman, dis-je calmement. J'ai payé près de 50 000 € au fil des ans pour son éducation. Et en retour, j'ai été moquée, raillée, méprisée. C'est une enfant. C'est un miroir, la coupe et je. Un reflet des adultes qui l'entourent. Penses-tu vraiment qu'elle a appris l'orgueil dans le vide? Ses lèvres se pincèrent, silence. Pendant ce temps, chez mon frère,
la réalité s'immisçait. L'école publique n'était pas seulement une option. C'était la seule qui restait. Les murmures se répandirent dans leur cercle d'amis riches. Elle a perdu sa place. Il ne pouvait pas se le permettre. Que s'est-il passé? Ma belle-sœur détestait les murmures plus que tout. Pour elle, la réputation était de l'oxygène, et je venais de lui voler son air. Ce dimanche-là, le téléphone sonna de nouveau. La voix de mon frère était dépouillée de son habituelle bravade. Tu ne comprends pas, Céline. Ils disent des choses sur nous, sur moi qui ne pourvoient pas. Tu me fais passer pour faible. Je fermai les yeux, m'appuyant contre la fenêtre. Tu as fait ça toi-même le jour où tu as ri pendant que ta fille cassait ce pourquoi j'avais travaillé. Les actions ont des conséquences, tu te souviens? Il y eut une longue pause sur la ligne, puis une réplique sifflante. Tu vas le regretter. Mais à la fin de l'appel, je réalisai quelque chose. Le regret était leur mot, pas le mien. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme le portefeuille de la famille. Je me sentais plus tranchante, plus stable, et ils n'avaient même pas encore commencé à goûter le vrai prix. Le premier lundi de l'école publique arriva comme un nuage d'orage sur leur maison bien entretenue. Ma nièce se tenait devant le miroir, son uniforme simple, ses chaussures sans marque, son sac à dos cousu au lieu d'être gaufré. Fini les logos brillants et l'élégance recherchée qu'elle affichait dans les couloirs de l'académie privée. Sa protestation avait été assez forte pour faire trembler leurs fenêtres la veille au soir. Je n'irai pas. Tout le monde va rire. Maman, arrange ça. Ces larmes ne concernaient pas l'éducation. Elles concernaient le statut. La perte du piédestal qu'on lui avait donné sans qu'elle ne le possède. Mais il n'y avait plus rien à arranger. Quand elle entra enfin dans ce nouveau bâtiment, les murmures la suivirent comme de la fumée. Elle n'était plus la fille au chauffeur privé et aux chaussures cirées. Elle était la fille qui était tombée. Les enfants sentent la faiblesse comme des loups. Au déjeuner, son téléphone bourdonnait de messages d'anciens camarades de classe. Que s'est-il passé? Ta famille est ruinée? Et bien que je n'ai pas été là, je pouvais tout imaginer trop clairement. L'affaissement de ses épaules, les fissures se formant dans son arrogance. Au dîner cette semaine-là, la mâchoire de mon frère était serrée. Les yeux de sa femme étaient rouges. La fierté qu'il portait comme une armure avait disparu, remplacée par quelque chose de plus fragile, le désespoir. Tu as fait passer ton message, dit ma belle-sœur, la voix aussi fine que du papier. Elle souffre. Elle ne mérite pas ça. Je posai ma fourchette, rencontrant ses yeux sans ciller. Moi non plus. Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau immobile. Ma nièce fixa son assiette, les joues marbrées, le poids des conséquences pressant enfin sur sa petite silhouette. 4 ans, il s'était nourri de mon silence, avait engraissé leur confort de ma complaisance. Mais maintenant, le silence s'était transformé en lame, et je le brandissais avec précision. Plus tard cette nuit-là, seule dans ma maison, je pensais à elle, ma nièce, allongée dans son lit, la piqûre des murmures résonnant à ses oreilles. Une partie de moi ressentit l'écho de la pitié, faible et fugace. Mais la pitié est dangereuse. La pitié maintient les chaînes intactes. Je murmurai à l'obscurité, laissez-la apprendre. Laissez-les tous apprendre. Et pour la première fois depuis des décennies, mes murs ne me semblaient plus une prison. Ils me semblaient une protection. Le désespoir rend les gens inventifs. La deuxième semaine, les appels ne venaient plus seulement de mon frère. Ils arrivaient par couches. Ma tante qui prenait des nouvelles. Ma cousine juste curieuse. Ma mère morte d'inquiétude. Chaque conversation portait le même scénario caché, culpabilité, culpabilité, culpabilité. Céline, soupira ma tante au téléphone. Les familles se disputent. Mais on ne fait pas payer les enfants. Elle n'a rien payé, répondis-je, calme mais tranchante. Et c'est là le problème. Tout lui a été donné, rien ne lui appartenait. Puis vint l'embuscade. Je suis entrée chez ma mère un soir, invitée pour ce qu'elle appelait « le thé ». Mais quand je suis entrée, le salon était déjà plein. Mon frère, ma belle-sœur, ma nièce perchée sur le canapé, les yeux gonflés d'avoir pleuré.
Ma mère était assise raide sur sa chaise, serrant son chapelet comme un bouclier. Ça doit cesser. Mon frère claqua. Nous sommes une famille, Céline. Nous avons besoin de toi. Je le regardais, lui et la famille qui m'avait traité comme un distributeur automatique de billets pendant des années, et je ne sentis rien d'autre que de la glace. Besoin de moi ou besoin de mon argent? Sa femme se pencha en avant, la voix tremblante d'une sincérité répétée. Nous sommes désolés. Elle est désolée, n'est-ce pas, chérie? Elle donna un coup de coude à sa fille. Ma nièce marmonna entre des dents serrées, désolée. Mais le mot était vide. Un ballon sans air. Je pouvais l'entendre, le sentir. Vous ne comprenez pas, dis-je doucement. Les excuses ne signifient rien si l'orgueil vit toujours sous votre peau. Il ne s'agit plus d'un téléphone. Il s'agit de respect. Et vous m'avez tous montré à quel point vous en avez peu. La voix de ma mère se brisa. Céline, s'il te plaît. Je t'ai mieux élevée que ça. Ne laisse pas l'orgueil nous détruire. Je me penchai, l'embrassai doucement sur le front et murmurai, tu m'as élevée pour me sacrifier, pas pour être sacrifiée. Puis je me tournai vers les autres. Vous lui avez appris que les actions n'ont aucun poids. Maintenant, elle apprend la gravité à la dure. La pièce était lourde, le silence pressant contre les murs. Ils pensaient que je plierais. Ils pensaient que leurs larmes, leurs ruses, leur culpabilité me feraient revenir. Mais ils ne comprenaient pas. Une fois qu'une chaîne se brise, elle ne redevient pas de l'acier. Elle devient de la poussière, et je respirais déjà librement. Le délitement fut plus rapide que je ne l'avais prévu. La 3e semaine, les murmures s'étaient transformés en histoires, circulant dans le cercle social immaculé de mon frère comme un feu de forêt. Les parents au cocktail de l'académie demandaient discrètement, pourquoi n'est-elle plus inscrite? Un collègue lui demanda au travail, il s'est passé quelque chose avec tes finances? Et le compte Instagram de ma belle-sœur, autrefois débordant de photos de vacances à la plage et de brunch, devint étrangement silencieux. La réputation était leur monnaie, et soudain, ils étaient en faillite. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est regarder. Mais alors vint le moment le plus révélateur. Un soir, je suis sortie du supermarché pour trouver mon frère qui m'attendait près de ma voiture. Sa cravate était lâche, son visage creusé par l'épuisement. Pour une fois, il avait l'air plus petit que moi. Céline, dit-il, la voix rauque. S'il te plaît, je l'avouerai. Nous avions tort sur tout, sur toi, sur la façon dont nous t'avons traité. Ne la laisse pas souffrir comme ça. Elle s'écroule. Je fis une pause, l'observant. L'homme qui riait autrefois pendant que sa fille cassait mon téléphone en deux était maintenant en train de supplier sur un parking. Tu te sens enfin impuissant, murmurai-je. Bien, parce que c'est ce que tu m'as fait ressentir pendant des années. Il grimaça, mais ne discuta pas. Au lieu de cela, il fouilla dans sa poche et en sortit un chèque plié. J'ai gratté ce que j'ai pu. La moitié des frais de scolarité d'un mois. Aide-nous juste pour le reste jusqu'à ce que nous nous rattrapions. Le papier flottait dans sa main tremblante comme un drapeau blanc. Je le regardai, puis le regardai à nouveau. Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'est jamais agi d'argent. Il s'agit de la façon dont tu m'as rendue petite, jetable, et maintenant j'ai fini de jouer les petites. Je suis montée dans ma voiture, le laissant là sous le froid réverbère, le chèque toujours suspendu à sa main comme une promesse inutile. En m'éloignant, je réalisai quelque chose. La vengeance n'était pas bruyante. Ce n'étaient pas des portes qui claquent ou des cris. C'était silencieux, délibéré, inévitable, comme l'hiver qui s'insinue sur l'automne. Et pour la première fois, je ne ressentis aucune trace de doute car la fin était déjà écrite. Le dernier acte arriva non pas avec un grand bruit, mais avec un murmure. Un mois plus tard, l'académie privée annonça sa nouvelle liste d'admission. Le nom de ma nièce absent, effacé comme de la craie sur un trottoir mouillé. Il n'y aurait pas de retour, pas de liste d'attente, pas de seconde chance. La porte était fermée définitivement. J'en entendis parler par ma mère d'abord. Sa voix se brisa au téléphone. Elle est dévastée, Céline. Elle pleure en s'endormant.
Elle dit que les autres enfants se moquent d'elle, l'appellent la reine des remises. Je fermai les yeux, inspirant profondément. Ce n'était pas de la joie que je ressentais, ni de la cruauté. C'était de l'équilibre. Les plateaux de la balance enfin alignés. Ce dimanche-là, la famille se réunit sans le faste habituel. Pas de belle vaisselle, pas de rire bruyant, juste un étrange silence autour de contenants de plats à emporter bon marché. Ma nièce était recroquevillée dans un coin, les yeux creux, la fierté dépouillée. Ma belle-sœur ne voulait pas croiser mon regard, ses mains déchirant des serviettes en lambeaux. La voix de mon frère était calme, presque brisée. « Tu as gagné », dit-il simplement. Je posai ma fourchette. Il ne s'agissait jamais de gagner. Il s'agissait de mettre fin au cycle. J'ai trop donné. Vous avez trop pris. Et elle a appris que prendre était son droit. Maintenant, elle apprend autre chose. La pièce était lourde de motus, mais pour la première fois, personne ne discuta. Personne ne se moqua. Personne ne rit. Il comprenait enfin le silence comme je l'avais vécu. Plus tard cette nuit-là, je plaçai les 2 moitiés brisées de mon téléphone dans une boîte et la glissai au fond de mon placard. Non pas comme une blessure, mais comme un monument, un rappel que certaines fractures n'ont pas besoin d'être réparées. Elles ont besoin d'être mémorisées. En éteignant la lumière, je murmurai à l'obscurité, ils ne m'utiliseront plus jamais comme filet de sécurité. Et pour la première fois de ma vie, le mot « famille » ne signifiait plus des chaînes. Il signifiait le choix. Le choix de partir. Le choix de me protéger. Le choix de respirer sans demander la permission. La maison était silencieuse, mais le silence était le mien.